Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette grande actualité, ce coup de pied dans la fourmilière égyptologique par des ingénieurs. La construction de la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara aurait été construite grâce à une immense pompe hydraulique. J'ai avec moi le communiqué de presse ainsi que l'étude et nous allons voir ensemble tous les éléments importants pour voir ce qu'il y a à dire de cette grande découverte, en tout cas de cette grande annonce. On va rentrer dans les détails bien entendu, mais on va aussi poser des questions essentielles qui vont arriver petit à petit jusqu'à la fin de la vidéo. Donc bien entendu, restez jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'autres questions en suspens à soulever. Les ingénieurs nous disent que ce qui aurait donc contribué à la construction de l'emblématique pyramide à degrés de Saqqara, c'est un système hydraulique complet et moderne, composé d'un barrage, d'une installation de traitement d'eau, de conduits souterrains et d'un monte-charge hydraulique. En clair, des structures aux fonctions encore jamais identifiées jusqu'alors. Ce travail, nous dit le communiqué de presse, ouvre une nouvelle ligne de recherche pour la communauté scientifique, celle de l'usage de la force hydraulique pour l'édification des pyramides d'Égypte. Mais surtout, ce travail questionne sur le niveau de connaissances techniques atteint par les architectes de ces ouvrages qui dépasse de loin les capacités attribuées jusqu'alors. Plus largement, il questionne le fil historique établi. Ce qu'on va essayer de faire aussi parallèlement dans cette vidéo, vous et moi, eh bien, c'est de s'arrêter sur certains détails archéologiques, parce qu'effectivement, que le système fonctionne ou pas, d'une manière, j'ai envie de dire que c'est pas la question. Alors si c'est la question, mais je pense que cette pompe hydraulique, en soi, d'un point de vue d'ingénierie, elle fonctionne. Il y a probablement peu de doute là-dessus. Mais est-ce que pour autant, cette pompe hydraulique est capable de s'intégrer dans la globalité des connaissances archéologiques que l'on a de l'Égypte ancienne, ainsi que des éléments essentiels constitutifs des autres sites qu'on retrouve sur cette partie nord entre Meydoum et Gizeh? Parce que c'est vrai qu'on reproche très souvent aux égyptologues de ne pas travailler de manière pluridisciplinaire avec d'autres corps de métier dans leur démarche scientifique. Alors d'une part, c'est pas vraiment vrai, c'est plutôt faux, j'ai envie de dire, mais de l'autre côté de la pièce, il faut aussi que les ingénieurs qui viennent sur le chemin de l'égyptologie se posent aussi des questions d'un point de vue archéologique. Est-ce que leur démarche d'ingénieur est compatible avec ce que l'on sait déjà par rapport à toutes les études qui ont été faites en termes d'égyptologie pure, j'entends, depuis maintenant à peu près 2 siècles. Bref, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de nuances et on va essayer de rentrer dans le détail de toutes ces nuances. Donc la pyramide à degrés de Djoser, construite il y a environ 4700 ans, est située sur le plateau de Saqqara. Il est surélevé par rapport à Gizeh par exemple et est considéré comme la plus ancienne pyramide d'Égypte. Elle est également considérée, c'est ce que nous dit le communiqué de presse, comme une pyramide préfiguratrice de la pyramide de Khéops, son architecture novatrice présentant des innovations majeures, telles que l'emploi de millions de pierres taillées en un complexe souterrain, comptant plus de 7 km de galeries. Alors oui, effectivement, il y a plus de 7 km de galeries, sous Saqqara, sous la pyramide, sous le Hebsed, etc. Mais quand on dit qu'elle est préfiguratrice de la pyramide de Khéops, j'ai envie de dire que non, parce que si elle est préfiguratrice d'une pyramide ou d'autres pyramides, ce serait d'abord celle de Dachour ou de Meydoum, avant celle de Gizeh, parce qu'on a des évolutions chronologiques. Saqqara, Meydoum, Dachour et ensuite Gizeh. Donc petit détail, petite précision qui aurait été bien d'être apportée dans ce communiqué de presse, mais dans l'étude par contre il y a des termes qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus précis en termes d'évolution au niveau des pyramides. Donc là l'étude au moins elle remplit vraiment bien son rôle. Encore que, il y a un tout petit détail, une fois de plus, parce que sur les 7 pyramides, les 7 grandes pyramides qui sont mentionnées par l'étude, c'est-à-dire les 3 de Gizeh, les 2 de Dachour, celle de Saqqara et celle de Meydoum, on mentionne 25 millions de blocs en tout. Mais quand on parle de ces 25 millions de blocs, on va surtout partir du même principe qui est le principe fondateur des 2,5 millions de blocs pour la pyramide de Gizeh. Or, c'est un chiffre qui finalement n'a pas vraiment de valeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les pyramides, ce calcul, il est fait comme si les pyramides c'était un Lego complet, plein, rempli. Or, c'est pas du tout comme ça que sont construites les pyramides à l'intérieur. Et il y a une pyramide aussi très intéressante, également située à Saqqara, qui permet vraiment de comprendre tout ça. C'est la pyramide d'Ounas. Ounas, c'était le premier pharaon qui a fait décorer
sa chambre funéraire. Et bien quand on voit cette pyramide aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est constituée d'énormes mégalithes à l'extérieur, mais elle est tellement détruite, tellement détériorée qu'on arrive vraiment à voir la quasi-intégralité du corps de la pyramide. Et là on voit que nous avons des blocs du tout venant, des blocs qui n'ont pas été équarris, on a beaucoup de sable, etc. C'est ça l'intérieur des pyramides, ce n'est pas un Lego complet. Donc les 2,5 millions de blocs, ou là en l'occurrence les 25 millions, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. D'ailleurs cette pyramide d'Ounas, eh bien on aura l'occasion de la croiser, de la voir, suivant le timing, on verra comment ça se passe, lors des prochains voyages en Égypte. Donc si vous avez envie de faire partie de cette grande aventure, n'hésitez pas à aller dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour avoir toutes les informations du prochain voyage que j'organise. Vous verrez, je vous ai concocté, comme chaque année, un sacré petit programme. Et bien entendu, pour tous les détails techniques et d'ingénierie, vous retrouverez dans la description de la vidéo également l'étude complète avec tous les schémas descriptifs pour que vous puissiez visualiser cette immense pompe, cet immense système hydraulique. En préambule de l'étude, les scientifiques reviennent sur le fait qu'on n'a jamais rien trouvé dans les pyramides, ni momie, ni écriture. C'est assez étonnant qu'ils aient mentionné ça, je trouve, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on a bien compris que si, on a retrouvé des écritures, notamment dans la pyramide d'Ounas que je viens de mentionner, et on a trouvé certaines momies complètes, on a trouvé certains lambeaux de momies, bref, on a trouvé des choses dans les pyramides. Donc partir du postulat qu'on n'a jamais rien trouvé, ça toujours, j'ai envie de dire que c'est un peu... c'est une sorte d'idée reçue sur laquelle on est déjà revenu pour démontrer que c'est pas forcément vrai. C'est même faux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et en plus de tout ça, on a très souvent retrouvé des vases canopes. Les vases canopes dans les chambres funéraires, c'était ces vases dans lesquels on mettait les viscères et les parties molles des corps avant l'embaumement. Donc, on a retrouvé beaucoup de choses. L'étude a débuté avec le postulat que les grandes pyramides de Khéops et de Képhren du plateau de Gizeh étaient le résultat de progrès techniques des pyramides précédentes, la pyramide à degrés étant donc un précurseur technologique entre guillemets. Les ingénieurs ont jugé plus pertinent d'examiner d'abord les techniques de construction utilisées pour la pyramide à degrés, la plus ancienne. Cela permettrait de mieux comprendre les processus utilisés par les anciens constructeurs qui ont ensuite été perfectionnés dans les pyramides suivantes. Dans un premier temps, ils ont analysé les raisons potentielles de la construction spécifique du complexe du roi Djoser sur le plateau de Saqqara. Avant de poursuivre, ce qui est très bien ce qu'ils ont fait, c'est de rentrer dans toutes les considérations, j'ai envie de dire, hydrométriques, fluviales, etc., qui sont connues pour bien confirmer qu'il y avait suffisamment d'eau qui circulait à cet endroit pour que le procédé d'ingénierie hydraulique soit faisable. Ils ont aussi analysé les différents endroits de la région qui auraient pu servir de bassin. Quand je dis bassin, c'est vraiment des bassins absolument gigantesques, comme ceux qu'on peut retrouver au Cambodge, notamment sur le site d'Angkor Wat. Bon, je sais que vous l'attendez, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec cette fameuse pompe. Dans ce complexe, il y a tout d'abord ce qu'ils appellent le barrage du Jisr El Moudir, une longue structure de près de 2 km. À partir d'une analyse multidisciplinaire, mêlant près d'une dizaine de spécialités distinctes, il faut le préciser, au sein de 3 organismes de recherche, les chercheurs ont découvert que l'une des structures inexpliquées du plateau de Saqqara, appelée Jisr El Moudir, présente les signatures techniques d'un barrage. Considéré parfois comme le plus vieil ouvrage monumental en pierre au monde, la fonction de ce barrage restait inconnue et largement débattue, les hypothèses variant de l'enclos à bétail à la forteresse, jusqu'à l'arène de célébration destinée au pharaon. Par contre, là, il n'y a pas de nuance. On part du principe qu'on ne sait pas du tout à quoi servait cette structure, donc, c'est certain, c'est un barrage. Par contre, ils n'ont pas fait de recherche égyptologique, archéologique, et ça aurait été plutôt intéressant, parce que quand on se plonge un petit peu dans la littérature, on se rend compte que dans cette enceinte, on a trouvé des tessons de poterie qui datent de la 2e dynastie, c'est-à-dire avant la construction du plateau de Saqqara, avant la construction de la pyramide de Djoser. C'est un petit détail comme ça, mais pour moi c'est absolument essentiel. On se rend compte que ce barrage, entre guillemets, il prédate de plusieurs centaines d'années la pyramide de Djoser. Donc pourquoi est-ce que ce serait commun à cette construction, ce système hydraulique? Pour moi c'est incompatible. Il y a un autre élément, c'est que sur la pierre de Palerme, il y a une stèle qui résume certaines annales de l'Égypte ancienne et qui mentionne un bâtiment qui est appelé Men Medjeret, qui semble correspondre en description et en chronologie à ce Jisr El Moudir. Donc d'un point de vue historique, il y a un côté un petit peu anachronique dans tout ça.
Donc ce barrage, il est gigantesque par ses dimensions, près de 2 km de long pour 15 mètres d'épaisseur. Il présente en réalité toutes les caractéristiques d'un piège sédimentaire. Il est construit entre deux flancs de vallée, il aurait permis la régulation et la filtration de l'eau, tout en offrant une protection contre les crues torrentielles du plateau de Saqqara situé en contrebas. Alors on précise, parce qu'il parle de barrage, et il parle de barrage gigantesque de 2 km de long. 2 km de long, en fait, c'est la longueur des 4 murs. On a 2 murs qui font 650 mètres et 2 murs qui en font 350. 650, 650, 1 km 3, plus 2 fois 350, 700 mètres, on est à 2 km. Mais il ne faut pas s'imaginer un barrage long de 2 km. L'étude fait ensuite le rapprochement entre ce barrage et un autre élément du plateau de Gizeh qui aurait pu servir de barrage. Je cite, « Le génie civil était utilisé pendant l'Ancien Empire pour protéger les habitations des crues soudaines. » Là, il n'y a pas de souci. Comme notamment le Hayt el-Khurab, mur du corbeau protégeant le village des constructeurs de pyramides à Gizeh. Alors pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Ce mur du corbeau, je le connais, je vois bien où il est. Il n'est pas sur le plateau de Gizeh, il est désormais derrière le parking des bus. Sauf que ce mur, il a notamment un énorme mégalithe en dessous duquel il y a une porte. J'ai beaucoup de mal à imaginer un barrage ouvert avec cette porte gigantesque s'il est construit pour protéger des crues. Donc là aussi, on a un postulat de départ, mais il vient se heurter, on va dire, aux connaissances... Là, c'est même pas des connaissances égyptologiques en fait, c'est des connaissances tout simplement architecturales des éléments qui sont mentionnés. Vous voyez ce que je veux dire? Revenons au barrage. Donc ils nous disent qu'en aval de ce barrage, une étude topographique a permis de montrer l'existence possible d'un lac intermittent connecté avec l'immense douve entourant le complexe de Djoser. Cette hypothèse a été confirmée par les résultats d'analyses géophysiques et sédimentaires d'autres équipes de recherche européennes. Donc il conclut que l'enceinte de Jisr el-Moudir présente les caractéristiques d'un barrage de retenue. En supposant une profondeur de stockage comprise entre 1 et 2 mètres, la capacité de rétention du bassin serait d'environ 220 à 440 000 mètres cubes. Ce volume, d'après eux, est en adéquation avec le volume global d'eau d'une crue soudaine. Ok, pourquoi pas, sauf que, on l'a dit il y a quelques instants, ce mur fait 15 mètres d'épaisseur. 15 mètres d'épaisseur, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, on pourrait se dire, non, 15 mètres, c'est quand même très robuste, hein. Mais là, une fois de plus, nous avons des connaissances préexistantes en termes d'archéologie et d'égyptologie qui nous permettent vraiment d'en douter. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce mur là, c'est du tout venant, on voit un petit peu à quoi ça ressemble, c'est de la pierre sèche, c'est du tout venant. Voilà, c'est pas quelque chose d'extrêmement robuste. Mais en plus de ça, on a un bon indicateur issu de la 4e dynastie qui nous permet, comme je le disais il y a quelques secondes, d'en douter. Cet élément, c'est le barrage de Saad el-Kafara. Ce barrage, lui, il était vraiment construit pour protéger des crues soudaines des wadis égyptiens, et ce barrage mesurait non pas 15 mètres d'épaisseur, mais 100 mètres. Eh bien, figurez-vous que malgré ces 100 mètres d'épaisseur, lors des crues soudaines, il n'a pas fait face, il n'a pas fait front. Il s'est effondré, il a été enseveli. Donc, si 100 mètres, ça ne marche pas, il est très probable que cette structure de 15 mètres d'épaisseur ne soit pas vouée à une protection, une rétention d'eau. D'autant plus que, je le rappelle, on a trouvé des tessons de poterie qui prédatent très largement la construction de la pyramide à degrés. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire que le système, la pompe hydraulique, techniquement, ne fonctionnerait pas. Et pour boucler la boucle au niveau des épaisseurs, il y a quelques secondes, je parlais aussi du mur du corbeau à Gizeh. Là, on n'est même pas à 15 mètres, on est entre 5 et 7 mètres d'épaisseur. Donc, aucune chance que ce mur du corbeau, utilisé par l'étude comme un parallèle pour montrer qu'il y avait des structures construites pour retenir l'eau et protéger les sites, ce mur ne peut pas être utilisé comme argument, d'autant plus que, au-delà de cette toute petite épaisseur, 5 à 7 mètres, comme je l'ai dit, il fait seulement 200 mètres de long. Mais au-delà de ça, au-delà de ces 200 mètres, une fois qu'il est fini, il est fini. Donc si l'eau ne passe pas là, elle va contourner, et puis basta, ça ne va rien changer. De toute façon, avec la taille, le gigantisme de ces crues, il va être forcément, au bout d'un moment, submergé. Nonobstant, ce que j'ai aussi mentionné, c'est que dans ce mur, il y a une immense porte. C'est une porte. Donc là, l'eau va s'engouffrer et elle va tout dévaster. Donc non, c'était construit pour autre chose, à Gizeh et à Saqqara. L'étude parle ensuite d'une douve gigantesque, qui est une installation de traitement d'eau, d'après eux. C'est ce qu'on appelle sur le plateau de Saqqara la Deep Trench.
Dans la partie sud de la douve, entourant le complexe de Djoser, les chercheurs se sont intéressés à cette excavation monumentale, longue de 400 mètres et profonde de 27 mètres, taillée dans la roche, et qui avait une fonction, en tout cas c'est ce qu'ils disent, jusqu'alors inexpliquée. Alors inexpliqué, oui et non, disons qu'on n'a pas énormément d'éléments, mais on sait que nous avons à l'intérieur des niches décoratives qui correspondent à ce que l'on retrouve assez souvent. Donc c'est pas forcément un trou qui a été creusé au pif, il a aussi été décoré au même titre qu'on retrouve d'autres tranchées comme ça, décorées et utilisées dans les complexes sépulcraux, pluriel, allez on va le tenter, sur les autres sites qu'on retrouve en Égypte. En recoupant les analyses hydrologiques et les résultats archéologiques passés, les chercheurs ont montré que cette structure, qui comprend plusieurs compartiments successifs, réunit toutes les caractéristiques techniques d'une installation de traitement de l'eau. Ça c'est aussi mentionné dans le communiqué de presse. Ces compartiments correspondraient à un bassin de sédimentation, à un bassin de rétention et à un système de purification d'eau. Ça, comme c'est mentionné dans le communiqué de presse, qui sera très probablement la base de 90% des articles, des petits reportages, etc., ça aurait été bien qu'ils mettent un schéma détaillé pour éviter que ceux qui vont reprendre les infos déjà se fourvoient dans des interprétations ou dans une mauvaise compréhension de ce qui est mentionné. Avec le barrage du Gis al-Moudir, le Deep Trench formait ainsi un système hydraulique, selon eux, complet, capable de purifier et réguler de grands volumes d'eau afin de répondre à des besoins pratiques ou encore pour subvenir aux besoins vitaux des ouvriers du plateau de Saqqara. Parce que donc cette pompe hydraulique, elle marche en souterrain et ensuite on utilise le grand puits qui est présent dans la pyramide de Djoser pour faire monter les blocs avec la pression d'eau, tel un volcan. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué et mentionné. Il parle bien du système volcan pour faire remonter les blocs. Oui, pourquoi pas, mais disons que c'est eu égard aux petites incohérences chronologiques que l'on connaît, que j'ai mentionnées, c'est pas parce que ça marche que ça a été utilisé comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais si ça fonctionne, là, cette histoire de pompe, j'ai deux questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Par quel mécanisme les vannes sont ouvertes ou fermées pour bloquer et ajuster les niveaux d'eau? Ça, je ne crois pas, en tout cas, peut-être que j'ai fait une erreur, mais en tout cas, je ne crois pas que l'information soit mentionnée dans l'étude. Et autre question qui est un peu le nerf de la guerre, parce qu'on dit toujours, oui, la grande pyramide de Gizeh, par exemple. X blocs en X années ou X décennies, c'est pas possible, parce qu'un bloc toutes les quelques secondes, etc. C'est pas la question, mais vu qu'on pense beaucoup à ça, dans l'étude, j'aurais aimé qu'on arrive à chiffrer le timing ou l'économie de temps que cela permet. Combien de blocs par heure, par jour, par année, je sais pas, j'aurais aimé avoir ces données. Parce que finalement, on ne sait pas si c'est plus fiable, est-ce que c'est plus rapide, est-ce que c'est disponible toute l'année ou est-ce qu'il faut attendre les crues. Mais même sans ça, il y a d'autres questions qui, je le disais en tout début de vidéo, sont à mes yeux absolument essentielles. Si cette pompe de Saqqara était précurseur de construction future des pyramides en Égypte, comment Gizeh, Abu Rawash d'ailleurs, qui n'est pas forcément mentionné, comment ont-ils réussi, ils, les Égyptiens, à construire les autres pyramides qui ne présentent ni barrage, ni grand puits pour faire remonter les blocs? Je pense notamment aux deux grandes pyramides de Dachour que l'on attribue au pharaon Snéfrou, la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale. À ma connaissance, il n'y a pas ces grands puits, il n'y a pas ces grands barrages. Donc, comment est-ce qu'elles auraient été construites, ces pyramides? Parce qu'ils n'étaient pas cons, les Égyptiens. Si ça marche, la pompe hydraulique à Saqqara, on va l'utiliser pour toutes les dynasties suivantes. C'est ça que je disais un petit peu en préambule, c'est qu'on reproche aux égyptologues de ne pas travailler avec d'autres scientifiques d'autres disciplines, mais les autres disciplines, quand elles viennent sur le terrain de l'égyptologie, c'est aussi important et primordial qu'elles fassent des recherches globales pour savoir si leurs idées, leurs convictions ou leurs intuitions sont déjà compatibles avec ce qu'on retrouve ailleurs sur, je ne veux pas dire les plateaux ou le plateau de Gizeh, mais en tout cas les vestiges pyramidaux, parce que c'est quand même eux qui font couler le plus d'encre. Donc peut-être que nous aurons très prochainement des réponses à toutes les questions que j'ai soulevées et qui, une fois de plus, j'insiste dessus, sont primordiales pour comprendre que même si cette pompe hydraulique fonctionne, les éléments historiques, architecturaux, égyptologiques qui sont mentionnés, ils sont quasiment tous, quand on revient dessus en détail, tous incompatibles, que ce soit à Saqqara ou ailleurs, en termes de faisabilité et de reste que l'on retrouve depuis tous ces milliers d'années. Mais malgré tout ça, voyons ensemble quelles sont les remarques et les conclusions
de cette étude. Première conclusion, les auteurs ont présenté des preuves suggérant que le site de Saqqara et le complexe de la pyramide à degrés ont été construits en aval d'un bassin versant. Ça, on l'a dit. Ce bassin versant, situé à l'ouest de l'enceinte de Jisr el-Moudir, draine une superficie d'environ 15 km². Il est probable que ce bassin était connecté à un bassin plus grand d'une superficie estimée à environ 400 km². Ce bassin plus grand formait autrefois la rivière, connue sous le nom de Wadi Tafla, un affluent du Nil. Une analyse technique approfondie démontre que l'enceinte de Jisr el-Moudir semble être un piège à sédiments doté d'un barrage de retenue ouvert. Compte tenu de sa conception géotechnique avancée, nous estimons que ces travaux résultent d'une tradition technique largement antérieure à la construction de ce barrage. Pour obtenir une compréhension précise de la période d'exploitation du barrage, les auteurs actuels considèrent qu'il est prioritaire de procéder à des échantillonnages et des analyses géologiques à l'intérieur et à l'extérieur du piège à sédiments. L'analyse hydrologique et topographique de la zone aval du barrage révèle la présence potentielle d'un lac asséché, probablement éphémère, que nous appelons lac supérieur d'Abou Sir, situé à l'ouest du complexe de Djoser. Les résultats suggèrent un lien possible entre ce lac et le corridor hydrologique d'Ounas, tiens, j'avais déjà parlé de lui, ainsi qu'avec le fossé entourant le complexe de Djoser. Le fossé entourant le complexe a probablement été rempli par l'eau du lac supérieur d'Abou Sir, le rendant ainsi adapté à la navigation et au transport de matériaux. La section sud inférieure du fossé sec, le Deep Trench, est située dans le corridor hydrologique d'Ounas. La structure linéaire taillée dans la roche, construite à l'intérieur de cette zone, appelée la Deep Trench, composée de compartiments successifs reliés par un conduit rocheux, combine les exigences techniques d'un système de traitement des eaux, c'est-à-dire un bassin de décantation, un bassin de rétention et un système de purification. Pris dans leur ensemble, le Jisr el-Moudir et la Deep Trench forment un système hydraulique unifié qui améliore la pureté de l'eau et régule le débit pour les usages pratiques et les besoins vitaux. Et pour finir, nous avons découvert une explication possible de la façon dont les pyramides ont été construites impliquant la force hydraulique. L'architecture interne de la pyramide à degrés est cohérente, avec un dispositif d'élévation hydraulique jamais décrit auparavant. Les auteurs actuels émettent l'hypothèse que les architectes antiques auraient pu soulever les pierres de l'intérieur de la pyramide à la manière d'un volcan. Les boîtes en pierre de granit au bas des puits nord et sud au-dessus de la pyramide à degrés, auparavant considérées comme des tombes de Djoser, ont la signature technique d'un système d'entrée et de sortie par écoulement d'eau. Une modélisation simple du système mécanique a été développée pour étudier sa consommation d'eau et sa capacité de chargement. Considérant les ressources en eau estimées du bassin venant de Wadi Tafla pendant l'Ancien Empire, les résultats indiquent des ordres de grandeur compatibles avec les besoins de construction de la pyramide à degrés. Donc il est certain que c'est très intéressant et j'espère que cette vidéo vous a plu les amis et je vous invite une fois de plus très chaleureusement à consulter le lien de l'étude. Elle est en anglais, je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle ait été traduite pour le moment, en tout cas pour en prendre connaissance dans son intégralité, pour aussi voir tous les schémas de ce qu'ils expliquent, parce que là on est vraiment sur la partie ingénierie, mais comme je le disais, moi ce qui m'intéressait c'est de voir la compatibilité avec l'archéologie et pas forcément la compatibilité, la faisabilité d'un point de vue ingénierie. Là-dessus, ce sont des professionnels, je n'ai aucun doute sur leurs compétences et je suis absolument certain que ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont mis en place, d'un point de vue physique, c'est tout à fait possible. Est-ce que pour autant ça a été utilisé à l'époque des anciens Égyptiens? Par rapport aux éléments que j'ai mentionnés dans la vidéo, on peut plutôt penser que non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances issues de l'Égypte, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.